Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de milieu de semaine. Nous sommes le mercredi 14 décembre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. 10 ans, la Fondation Princesse Charlène fête ses 10 ans. Son objectif, sauver des vies en luttant contre les noyades. La Fondation favorise également l'éducation à travers le sport. 23 sapins ont été mis aux enchères par l'association Action Innocence à l'hôtel de Paris. Action Innocence se bat au quotidien pour préserver l'intégrité des enfants sur le net. Les pays membres d'Acobams, qui luttent en faveur des cétacés, se sont réunis il y a quelques jours à Malte. Nous serons avec Susana Salvador. Elle nous expliquera l'importance de cette réunion et nous fera un constat sur les espèces en danger. Ils sont amoureux de littérature, les membres du Pen Club. Nous reviendrons sur leur traditionnelle remise de prix annuelle organisée mardi soir dans l'auditorium du lycée technique et hôtelier. Notre deuxième invité, le commissaire de la prochaine exposition du NMNM à la Villa Sober, qui ouvrira ses portes le 16 décembre. Exposition consacrée à un artiste, un vidéaste turc, Ali Kazma. Et enfin, nous irons dans un magasin de jouets pour découvrir quelles sont les tendances du moment à J-11 avant le 25 décembre. Je vous le disais en titre, ce 14 décembre est une date anniversaire pour la Fondation Princesse Charlène. Elle célèbre cette année ses 10 ans d'existence. De nombreuses personnalités étaient réunies aujourd'hui devant les nouveaux locaux de la Fondation pour fêter cet instant autour de la Princesse Charlène, mais aussi du Prince Albert II et de la Princesse Stéphanie. Le reportage d'Émilie Rousseau réalisé avec Thomas Léus et Louis Borgia. La Fondation Princesse Charlène fête ses 10 ans d'existence, une décennie qui a vu la réalisation de nombreux projets éducatifs, d'événements de collecte de fonds et d'activités sportives. Ce 14 décembre, c'est tout le travail réalisé durant ces 10 ans qui a été mis en valeur lors d'une réception pleine de sincérité et d'émotion. Wow, 10 years, I can't believe the time has gone so fast. But it would never have been achieved. I mean, none of these figures, numbers, and people would ever have been reached and taught, and lives would never have been saved if it weren't for people like you that support our vision, our dream. It's because of you that I'm here today, and for believing in what we do and believing in me, and I just want to thank you so much. And thank you, Albert, for everything and your support and for believing in us and trusting us. And yeah, that's what I have to say. I'm really touched that everyone is here today. I'm blown away. Thank you so much. Thank you. La Fondation Princesse Charlène s'efforce depuis sa création de prévenir les noyades et d'inspirer les enfants grâce aux valeurs du sport. En 10 ans, plus d'1 million de personnes ont bénéficié des programmes de la Fondation dans 43 pays. Plus de 510 projets ont été soutenus et créés par la Fondation dans des pays tels que l'Argentine, le Burkina Faso, le Cambodge, mais aussi ici, en Principauté, où chaque année, 4800 enfants sont initiés au programme Learn to Swim ou Water Safety. Il y a un engouement réel en Principauté et qui rayonne à travers le monde pour faire en sorte que très jeunes, les enfants soient sensibilisés à savoir nager déjà d'une chose, ce qui est quelque chose de très très important. Donc la priorité, c'est de leur apprendre à nager. La seconde, c'est de leur apprendre, quel que soit leur âge, à être capable d'intervenir s'il venait à y avoir un problème sur terre et ensuite de pouvoir intervenir s'il y avait un problème dans l'eau, que ce soit la mer, les lacs ou les piscines. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très 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 puissant. Et il y a un travail qui est accompli au sein de la Fondation, avec l'équipe de la Fondation et à travers le monde, qui est vraiment remarquable. Ce 10e anniversaire a été marqué par un autre temps fort, l'inauguration des nouveaux locaux de la Fondation, qui sont désormais situés au quai Antoine Ier. Après l'anniversaire de la Fondation de la Princesse Charlène, le couple princier et ses 2 enfants sont remontés en début d'après-midi au Palais. La jeunesse monégasque y était invitée pour fêter Noël avant l'heure. Ambiance banquise et petit spectacle. Le souverain, son épouse, le prince Jacques et la princesse Gabriella ont par la suite, comme le veut la tradition, distribué les cadeaux afin de faciliter, comme tout le monde le sait, le travail du Père Noël le jour J. Comme chaque année, une vente aux enchères de sapins de Noël vient d'être organisée à l'hôtel de Paris. Elle a rassemblé une fois encore de nombreuses personnes. Tous étaient présents pour soutenir l'association monégasque Action Innocence qui se bat au quotidien pour préserver l'intégrité des enfants sur le net et qui fête ses 20 ans cette année. Le reportage de Christine Latomel et Alex Avial.
Il brillait de mille feux pour mettre en lumière cette fois encore les opérations de l'association monégasque Action Innocence qui se bat depuis des années maintenant contre les dangers que peuvent rencontrer les enfants sur le net. Cette année, 23 sapins imaginés par de prestigieux créateurs et entreprises de la Principauté ont été mis à prix au profit de l'association monégasque avec une thématique cette année qui a fait sensation auprès des acheteurs. On a donc demandé à toutes les boutiques de nous bien sûr offrir des sapins, mais de les assortir chacun d'une expérience. Donc on a des expériences culinaires, par exemple on a un sapin où vous avez un cours de cuisine pour 4 personnes au Palais Princier avec le chef. Vous avez aussi des expériences sportives, il y a un tour en vélo en Provence de 4 nuits je crois, avec les vélos, l'hôtel 5 étoiles, les repas, etc. Et on a, pour moi, celle qui fait le plus rêver, c'est l'expérience en Arctique avec Mike Horn qui est offert par la boutique Zeg & Charlati. Une vente qui s'est déroulée en présence du couple Princier dans le hall de l'hôtel de Paris où la paix, la sérénité, l'esprit de Noël régnait. 2200 sur ma gauche. Grâce aux fonds récoltés lors de cette vente, Action Innocence continuera de sensibiliser les enfants et leurs parents, ainsi que les professionnels de l'éducation et de la santé aux dangers d'Internet. Depuis 11 ans, au travers des ventes aux enchères de sapins de Noël, un soutien financier est reversé par Action Innocence à une association œuvrant pour l'enfance et ce sont plus de 50 000 € dont ont été bénéficiaires des associations monégasques telles que la Fondation Princesse Charlène, les Petits Chanteurs de Monaco, les Anges Gardiens, Namasté ou encore Jeunes J'écoute. Début décembre s'est tenue à Malte la 8e réunion des pays faisant partie de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, accord que l'on appelle ACOBAMS. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ? Quelle est l'importance d'un tel organisme? Avec nous, ce soir, pour y répondre, notre première invitée, Susana Salvador. Bonsoir. Bonsoir, M. Bonilla. Je viens de le dire, une réunion importante pour ACOBAMS s'est tenue à Malte. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? La réunion de Malte a permis de réunir les pays partis de l'ACOBAMS qui ont pris des décisions très importantes concernant surtout le programme de travail pour les 3 ans à venir. Oui. Et qui vont dans le sens de la lutte en vue de la conservation des cétacés dans toute la zone géographique de l'ACOBAMS, qui est très vaste. Est-ce qu'il est ressorti des décisions concrètes pour la préservation des cétacés pendant ces réunions ? Effectivement, il y a un programme de travail très chargé, très ambitieux, qui comprend des mesures, des lignes d'orientation, aussi concernant le partage d'informations, le transfert de connaissances, le transfert de compétences, pour que les pays soient en mesure de mener ce combat. Donc il y a des décisions qui contemplent par exemple le suivi régulier de l'état de santé de ces populations de cétacés, puisqu'il y a eu une campagne énorme de recensement des cétacés qui nous a donné une première ligne de base pour être en mesure d'évaluer les tendances, les changements, enfin de faire un diagnostic par rapport à avoir une base de compréhension de l'état de conservation de ces cétacés et aussi en vue d'adopter des mesures le plus appropriées possible en vue d'atténuer les effets négatifs que les activités humaines posent sur la vie de ces animaux. Quel est votre constat justement concernant les cétacés dans la zone ACOBAMS? Est-ce que ces cétacés sont en danger ou pas du tout? Il y a beaucoup d'espèces de cétacés, de baleines et de dauphins dans la grande région de l'ACOBAMS qui comprend la mer Noire, la Méditerranée et la zone atlantique adjacente. Donc il y a des évaluations qui sont faites par rapport à chaque espèce. Donc s'il y a des signes qui sont plutôt favorables par rapport par exemple aux dauphins bleus et blancs et aux grands dauphins en Méditerranée, qui ne sont plus considérés vulnérables. Il y a d'autres signes qui sont encore source de préoccupation pour les pays ACOBAMS, comme par exemple la situation du rorqual commun en Méditerranée qui est passé de vulnérable à danger.
Donc ces cétacés subissent une variété de pressions et les scientifiques, le comité scientifique, les pays de la COBAMS essaient justement de décider, de trouver les mesures les plus appropriées pour faire face et pour trouver des mesures de mitigation pour atténuer les impacts des activités humaines avec la vie, les comportements, la survie surtout de ces animaux. Et quelles sont les menaces concrètement que risquent les cétacés en mer? Pour commencer, la pollution biologique, chimique, la pollution sonore aussi qui est générée par le trafic maritime qui est intense en Méditerranée, dans certaines zones, mais il y a aussi les prises accidentelles dans les engins de pêche, mais il y a aussi les activités d'observation des cétacés qui est maintenant très fréquente, mais qui doit se faire dans le respect du comportement de ces animaux et sans interférence. À ce propos, je vous rappelle qu'il y a un code de conduite à respecter dans le whale watching, dans les activités d'observation des cétacés, et la marque High Quality Whale Watching de la COBAMS aussi. Donc le mot clé est surtout d'assurer la conciliation entre les activités humaines et les impacts qu'elles posent sur la vie de ces animaux. Et il y a des mesures qui ont été adoptées par la COBAMS, des lignes d'orientation, des mesures de mitigation qui sont apportées des pays, de la société en général, et donc qui contribuent à augmenter la résilience de ces animaux, vu encore pas seulement les impacts qu'ils subissent de ces activités, mais aussi face au changement climatique, par exemple. Et pour finir, quels sont les prochains projets ou rendez-vous importants pour la COBAMS ? Le comité scientifique va se réunir, va continuer d'étudier ces solutions dont je vous parle, mais aussi le bureau qui a été élu. Et donc, c'est un organe qui va exécuter le programme de travail pendant les 3 ans à venir. Mais entre-temps, les pays ont aussi décidé de mettre en œuvre une stratégie de communication, puisque le potentiel de travail et des efforts conjoints des pays de la COBAMS sont énormes et qu'il faut justement les diffuser. Mais nous comptons évidemment avec d'autres institutions, avec un dialogue, un échange institutionnel et intersectoriel, et avec la société, avec nous tous en fait, parce que le partage de connaissances devient de plus en plus une nécessité éthique. Susana Salvador, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, je vous remercie, Monsieur Bonilla. Le Pen Club à Monaco, Pen pour stylo en anglais, a organisé sa traditionnelle remise de prix annuelle mardi soir dans l'auditorium du lycée technique et hôtelier. Plusieurs récompenses ont été décernées, comme nous l'explique Sandrine Nègre. Les images sont signées Olivier Bonello. Vous êtes des courageux. Célébrer l'écriture sous toutes ses formes. Poèmes, essais, nouvelles, romans, voici l'objectif du Pen Club depuis sa création. Et vous allez l'entendre, l'écriture théâtrale est aussi à l'honneur. Eh bien, c'est avec un grand bonheur, cher Philippe Indorato, que je vous remets ce titre pour la pièce « Rêve d'enfant ». Bravo. Merci infiniment, ça me fait très plaisir. Philippe Indorato et sa classe de seconde A du lycée Saint-François d'Assise Nicolas Barré sont donc récompensés cette année par le prix d'écriture théâtrale Jean Cocteau pour leur pièce. Jeunesse toujours avec Eden Matisse qui, elle, décroche le prix des 1000 mots Gérard Comment avec son texte qui répondait à une question qui nous concerne tous. Comment le monde sera dans 50 ans ? Encore félicitations. Et chaque année, grand temps fort de cette remise de prix, l'annonce du lauréat du prix Armand Lunel, un prix qui permet de faire connaître son talent d'écrivain par l'écriture d'une nouvelle. Cette année, le talent de Sarah Berthier récompensé grâce à son texte « Les yeux plus gros que le ventre ». Vous pourrez le lire très prochainement sur le site internet. Il fera aussi l'objet d'une parution dans la revue du club. On reste dans le domaine culturel avec la prochaine exposition organisée par le nouveau Musée national de Monaco à la Villa Saubert. Expo vidéo entre dragster et littérature. Pour nous en parler, nous sommes avec le commissaire de l'exposition, Guillaume de Sardes. Bonsoir. Bonsoir. À partir du 16 décembre, donc, à la Villa Saubert, un vidéaste turc, Ali Kazma. Parlez-nous de cet artiste et de son œuvre qui sera représentée au NMNM.
C'est un artiste important qui a représenté son pays à la Biennale de Venise, qui a eu des solo shows à Paris au Jeu de Paume par exemple, où il présente notamment 2 vidéos inédites pour la première fois qu'il a consacrées à son compatriote Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, mais aussi une série de photos que vous voyez derrière moi et une vidéo consacrée aux courses de dragster. C'est totalement différent, ça, le dragster et puis la littérature comme vidéo. En apparence, il y a un grand écart presque. Il y a un grand écart, c'était volontaire. Le point commun, c'est l'engagement, l'intensité qui peut être mis dans ces 2 activités et le rapport au temps. Le dragster, au fond, c'est énormément d'efforts pour arriver à comprimer le temps, à parcourir 1 mile en quelques dixièmes de seconde, quelques secondes. L'écriture, à l'inverse, c'est un rapport au temps qui se déploie. Il faut énormément de temps pour écrire les livres et aussi énormément de temps pour les lire. Avec un autre point commun aussi qui est cher à l'artiste, c'est l'aspect humain. L'humain compte beaucoup pour cet artiste. Oui, Ali Kazma a fait une 60aine de vidéos autour du travail, notamment. Une thématique qu'on retrouve ici, le travail de l'écrivain, le travail de ses équipes de dragster. C'est le sens que Ali Kazma essaie d'explorer, que peuvent revêtir nos activités, les activités de tous les hommes. Avec des vidéos à découvrir au nouveau musée national de Monaco, à la Villa Saubert, mais il y a aussi un dragster à découvrir au musée des voitures du Prince, c'est ça ? C'est ça. J'ai proposé à la directrice de la collection des voitures du Prince de nouer un partenariat entre nos 2 institutions, c'est le premier. Et ça nous permet de prolonger l'exposition. Pour des gens qui se seraient passionnés pour cette vidéo, ils peuvent aller voir un véritable dragster présenté pendant 1 mois là-bas. Et à l'inverse, des gens qui viendraient pour visiter la collection des voitures du Prince, en voyant ce dragster, pourraient avoir envie de venir voir le travail d'Ali Kazma au Musée national de Monaco. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition ? Donnez envie, comme ça, aux téléspectateurs de se rendre à la Villa Saubert. Alors je crois que la beauté des images est pour beaucoup. Et puis la possibilité de découvrir des mondes qui nous sont pas forcément familiers. Je pense que peu de gens ont assisté à une course de dragster. Donc tous les gens qui s'intéressent au sport mécanique, à mon avis, prendront du plaisir à voir ça, à le découvrir. Et de la même manière, peu de gens sont entrés dans l'intimité d'un prix Nobel de littérature, et c'est ce que permet les vidéos d'Ali Kazma. Ça doit être complexe, d'ailleurs, pour revenir à la littérature, ça doit être complexe de filmer de l'écriture, de quelqu'un qui écrit. Comment s'est-il pris pour rendre ça intéressant ou original ? C'est une bonne question, parce que c'était le véritable enjeu de ce travail. Ali Kazma a décidé de filmer non pas Orhan Pamuk en train d'écrire, mais de filmer ses manuscrits. Il les a filmés comme s'il s'agissait de cartes, comme si c'était une sorte de topographie imaginaire au milieu de laquelle ou au-dessus de laquelle la caméra se déplace. Et il a choisi enfin de rendre compte de l'atmosphère des livres, de l'intérieur de l'écrivain, en filmant des objets, des détails dans son appartement. C'est un énorme travail, il faut se rendre compte qu'il a passé plus de 30 jours dans l'appartement d'Orhan Pamuk, et il a filmé 10 heures par jour. Donc c'est plus de 300 heures de rush qui lui ont permis de réaliser cette vidéo qui se présente sous forme d'un triptyque. La présentation de cet artiste et de son œuvre rentre dans le cadre d'un nouveau programme que vous appelez les Winter Video Days. Qu'est-ce que ce programme ? C'est un programme qu'on a choisi de mettre en place cette année, mais destiné à être repris dans les années à venir. C'est une manière de prolonger la tradition du musée qui, depuis une quinzaine d'années, s'intéresse à la vidéo d'art, qui est, de notre point de vue, une des formes d'art les plus innovantes, les plus intéressantes, mais aussi les plus mal connues à l'époque contemporaine, et c'est une manière de présenter ça au public. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une suite et d'autres expositions dans ce cadre-là. Hein. C'est ça, l'année prochaine, chaque hiver, on aura un artiste invité, un vidéaste de premier plan qui viendra au musée pour présenter des œuvres inédites. En attendant, le nouveau musée national de Monaco vous propose du 16 décembre au 15 janvier à la Villa Saubert l'exposition vidéo de l'artiste Ali Kazma. Merci Guillaume de Sardes. Je vous en prie, merci. Depuis le 8 décembre, vous pouvez découvrir le traditionnel chemin des crèches avec cette année le Prince Albert Ier en thématique principale. Le couple Princier a visité mardi ce chemin des crèches et on va regarder des images toutes mignonnes. Après la visite, le prince et la princesse se sont rendus au Castel Rock où des enfants ont entonné des chants de Noël et parmi eux, le prince Jacques et la princesse Gabriella. Écoutez-les. Quand tu descendras du ciel,
dire que certains journalistes de la rédaction avaient la larme à l'œil en regardant ces images. Alors c'est bien beau, la magie de Noël et tout ce qui va autour, mais pour les enfants, il ne faut pas se leurrer, ce qui est important, ce sont quand même les cadeaux. Vous n'avez peut-être pas encore totalement terminé votre shopping. Eh bien, pour vous guider dans vos achats, nous allons vous faire découvrir les jouets incontournables de ce Noël 2022. C'est un reportage de Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. Là, Avatar, il va bientôt sortir au cinéma. Le deuxième volet, je pense, le 16 décembre. On a des figurines. On a aussi en Lego Avatar qui marche très bien, et des petits personnages. Pas de grande surprise cette année, les tendances jouets de Noël restent dans la continuité de celles de l'an dernier. Alors, quels seront les jouets inscrits sur la fameuse lettre du Père Noël? Pour les garçons, c'est Akedo, Bakugan. Voilà, et toujours, comment ça s'appelle? Les toupies, Beyblade. C'est toujours. Les toupies, Beyblade, c'est des toupies. Voilà, vous avez une arène et vous jouez avec les toupies. Et Akedo, c'est des personnages qui se battent et ça rachat les garçons en particulier. Et les filles, c'est Rainbow. Rainbow, les LOL. Et là, il faut savoir que la semaine prochaine, on reçoit des nouveautés de 2023. Parce que Monaco, le magasin Jouet Club est petit, mais on reçoit les nouveautés avant tout le monde. Donc les Pokémon, les cartes Pokémon. Pareil pour Pokémon, il y a un dessin animé. Et suivent, selon le dessin animé, là, il y a Toupie qui sort ou il y a les cartes Pokémon qui sortent. Donc le jour où il sera le dessin animé, ça s'arrêtera. Mais vu les chiffres que ça marche, je ne pense pas que ça va s'arrêter demain la veille. La conjoncture actuelle est moins favorable que les autres années. La situation mondiale est très compliquée au niveau du transit international. Les commandes passées peuvent être décalées. Certains fabricants doivent affronter des ralentissements. Une réalité dont personne ne peut nier les conséquences. Nos amis chinois qui sont encore malheureusement un peu covidés, il y a beaucoup de choses qui arrivent là-bas. Ce n'est pas les matières premières, c'est les transports. Conjoncture générale, la guerre, tout est compliqué. Ça a toujours été, mais ça aggrave avec la conjoncture actuelle. Barbie obtient toujours le titre de jouet le plus populaire depuis plus de 30 ans. Même si l'apparence de ce jouet a souvent été critiquée, la marque ne cesse de se renouveler. Passons à la météo. Quel temps va-t-il faire ce jeudi, Chrisinda ? Jeudi, la journée, Fabien, sera dans l'ensemble fraîche et grise. Au programme, des nuages le matin et des averses l'après-midi. Du côté du thermomètre, 12 degrés pour les maximales et 9 pour les minimales. Le soleil se lèvera à 7h55 et se couchera à 16h55. Demain, nous fêterons les Ninons. Merci Chrisinda. Nous vous l'avons dit en début de journal, la Fondation Princesse Charlène fête ses 10 ans. L'occasion pour les photographes de la rédaction de revenir sur cette décennie. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée. Vous retrouverez à la présentation Émilie Rousseau, jeudi 19h. À très bientôt. Au revoir.